Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, ça bouge beaucoup là, dans le domaine des médias aux États-Unis. Anderson Cooper, on le connaît, là, il est à CNN. Il avait aussi une job à 60 Minutes à CBS. Il a décidé de lever les feux et de dire bye-bye. Pourquoi? Voilà, ben écoute, lui n'a pas livré le fond de sa pensée, mais on fait 1+1, généralement on arrive à 2, même dans un monde où on est maintenant dans des univers parallèles très souvent. C'est depuis qu'on a confié finalement, depuis que CBS a accepté de plier face aux pressions de la FCC, et la FCC est dirigée par M. Carr, qui lui prend ses ordres directement de M. Trump, semble-t-il. Donc depuis que CBS a décidé de se coller à la machine Trump, ça a affecté un certain nombre d'émissions, ça a affecté le service des nouvelles de CBS et ça a affecté énormément 60 Minutes. Le départ d'Anderson Cooper, c'est un départ qui s'ajoute à de nombreux autres départs de gens qui, eux, s'étaient exprimés haut et fort en disant on n'a plus d'indépendance. Si maintenant, en plus de toutes les approbations des avocats, en plus de visionnement qu'on fait à répétition avant de placer l'émission en ondes le dimanche soir, si maintenant il ne faut plus rien dire qui choque le président, nous, on a une indépendance journalistique à laquelle on tient, puis on n'aimait pas le virage que ça prenait. Donc, Anderson Cooper, c'est le dernier d'une liste de plus en plus longue de collaborateurs qui ont décidé de s'en aller, de quitter CBS ou une émission liée ou mise en onde par CBS. Et là, il y a Stephen Colbert qui est en maudit parce qu'il a enregistré son émission, il interviewait un démocrate et on a dit « Ah, cette entrevue-là ne peut pas être diffusée à la télé ». Et écoute, je te fais entendre Colbert parce qu'il a été assez franc puis un peu baveux quand il a raconté en ondes pourquoi ça s'était produit. Puis ensuite, je te reviens sur Colbert et sur l'invité lui-même. OK, mais là, on cherche justement l'extrait. Là, on va l'avoir. Petit problème technique. Là. Parfait, pas de problème. Finalement, OK, on l'a, on écoute. Il est baveux au bout. Mais écoute, je me fais l'avocat du diable. Oui. Allons-y. Ce gars-là, le démocrate, est en campagne électorale, OK? Oui. Et je comprends, là. Puis, tu sais, ici même, s'il y a une campagne électorale à la radio, tu dois donner du temps d'antenne égal à tous les candidats. Tu peux pas interviewer un candidat, mais pas les autres candidats de la même course électorale. C'est ce qu'on aurait dit à Stephen Colbert. Ça fait sens, non? Est-ce que c'est vraiment de la censure? C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est même pas l'avocat du diable, c'est l'avocat, point. Donc, il y avait effectivement une réglementation et ça ne vaut, en passant, ça c'est une problématique avec laquelle on vit de notre côté de la frontière également, c'est que ça vaut pour les réseaux traditionnels, ça vaut pour les chaînes traditionnelles, mais c'est 2 poids, 2 mesures. Tous ceux qui font des nouvelles ailleurs ou du divertissement, ailleurs que sur les réseaux traditionnels, eux n'ont pas à respecter ces règles-là. Donc, il y a un piège, en fait, là-dedans, c'est qu'il y a une exception qui est en place depuis longtemps, et c'est la FCC qui permet cette exception-là, c'est que pour des entrevues de nouvelles, pas pour une couverture médiatique, pas dans la couverture des nouvelles, mais pour une entrevue, ainsi que pour les émissions de divertissement, on faisait une exception. C'est-à-dire que Colbert aurait normalement eu le droit hier de recevoir James Tallarico, qui fait beaucoup jaser et qui est un candidat. Si vous voulez vous faire expliquer pourquoi c'est nécessaire la séparation de l'Église et de l'État, ce gars-là est un séminariste, c'est un croyant, et c'est une des plus belles explications que j'ai entendues sur la nécessité de la séparation de l'Église et de l'État. Donc, Tallarico, ça méritait, je pense, un détour de la part de Colbert. Ce que Colbert n'a pas aimé, donc, a dit il n'y a pas longtemps, moi je réfléchis à enlever ça, cette exception-là, pour les émissions de divertissement.
il visait clairement Jimmy Kimmel et Stephen Colbert. Mais le changement n'a pas été fait. Donc, il y a toujours une exception pour les émissions comme celle de Colbert. C'est CBS qui est allé au-devant des coups, qui, avant même de se faire dire « vous n'avez pas le droit de faire ça », a informé Colbert qu'il ne devrait pas faire ça. Et on a interdit ce que Colbert mentionne dans l'extrait. On lui a même interdit de dire qu'on lui avait interdit de présenter cette entrevue-là. Et c'est là où, de façon très baveuse, il n'a plus rien à perdre. Il s'en va au mois de mai, Stephen Colbert. Oui. Donc, écoute, on va peut-être le débrancher avant, on va peut-être sauter la fin de la saison, mais lui a décidé de défier le réseau. Ce qui a choqué Colbert, puis il l'exprime bien dans une tirade de quoi, 6-7 minutes, là, c'est un tout petit extrait qu'on vient de présenter. Il dit, écoutez, ce que CBS m'impose, d'abord, ce n'est pas imposé par la FCC, mais la FCC, sous Brandon Carr, sous le président Trump, est devenue partisane parce que ce qu'on nous impose ne vaut pas pour les chaînes de droite, incluant la radio de droite, celle qui parle en faveur du président. Donc, on est devant un cas qui est, vous aimez Colbert ou pas, là, vous trouvez qu'il abuse quand il critique Trump, c'est correct et je vous comprends, mais on est devant un cas flagrant de 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que Brandon Carr serait prêt à sévir contre CBS dans ce cas-ci et contre Stephen Colbert, ou ABC et Jimmy Kimmel, mais il n'est pas prêt à le faire sur des chaînes plus sensibles à la droite ou plus près, ou littéralement parfois collées sur la droite. Et je pense que c'est là où Colbert était justifié. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Si on accorde du temps d'antenne à une formation, il faut en accorder autant à l'autre. Ce que Colbert, c'est pas ça que Colbert remet en question, c'est qu'il y avait une exception. Et ben, si jamais on enlève l'exception, il faut qu'on l'enlève pour tout le monde. Ben oui. Qu'on soit pro-démocrate ou progressiste ou conservateur ou républicain. Donc, ça chauffe encore énormément et encore une fois, c'est CBS qui est au cœur de ça parce qu'on répète, Anderson Cooper, 60 Minutes, c'est CBS. Puis bien sûr, Stephen Colbert, c'est également CBS. Jesse Jackson qui est mort, une des grandes figures des droits civiques là, pour les Afro-Américains. Écoute, c'est tout un cours d'histoire qui me revenait en tête aujourd'hui en apprenant le décès de Jesse Jackson. En passant, tiens, parce que parfois on est plus serré en fin de journée, si vous voulez avoir un moment de télévision qui avait marqué les esprits sur qui est Jesse Jackson et l'importance qu'il a déjà eue. Avec le temps, on l'a oublié un tout petit peu, surtout les dernières années où il était très malade. Allez voir, c'est sur YouTube, l'épisode 1972 de Sesame Street où Jesse Jackson vient faire répéter aux enfants « I am somebody ». C'est un discours qu'il a déjà fait, c'est un poème qu'il a adapté en discours, puis souvent on le fait entendre quand il le fait à Los Angeles, devant un vaste auditoire. Mais si vous voulez un beau moment de télé, allez voir quand finalement, on appelle ça de l'empowerment, là, quand il veut dire aux enfants, même tout petits, peu importe la couleur de la peau, c'est des blancs, c'est des noirs, mais même à un âge, à l'âge où on écoute Sesame Street habituellement, donc comment il veut leur donner confiance et leur dire, soyez sûrs de vous-même et foncez, c'est un très très beau moment de télévision. Moi, j'ai retenu dans Jesse Jackson, entre autres, ce que Barack Obama en a dit, puis je pensais à ça avant qu'Obama ne s'exprime officiellement. C'était beau de voir Jesse Jackson en larmes le soir de l'élection de Barack Obama à Grand Park. Parce qu'en 1968, à Grand Park, c'était plus, ça brassait, c'est les forces policières, c'était du harcèlement qu'on faisait à l'endroit de manifestants noirs. Et en 2008, des années plus tard, on voit Jesse Jackson être capable de dire, ben, si Barack Obama est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un mouvement avant lui. Et c'est à Chicago, là où il va développer une initiative qui vise à faire développer l'autonomie des Noirs, qui était l'initiative PUSH. C'est une de ces initiatives les plus populaires. Et dernière chose, bien sûr, si Barack Obama peut être candidat en 2008, c'est qu'il y a eu un Jesse Jackson qui l'a été 2 fois, en 1984 et en 1988. Cela dit, sans jeu de mots, il n'était pas blanc comme neige. En 2013, il se représentait pour membre du Congrès et il a utilisé 750 000 $ de fonds publics qui devaient aller à sa campagne. 750 000 $ pour s'acheter, et là, des bijoux, de la fourrure, des appareils électroniques, des meubles, des électroménagers et aussi pour faire rénover sa maison. Il a même fait de la prison là-dessus, le corruption. C'est le moment après l'élection d'Obama. Ça va en déclinant pour Jesse Jackson et il est rattrapé essentiellement par 2 histoires.
Une grave pour le public et pour la politique, c'est ce détournement de fonds. Et dans l'autre cas, c'est une histoire personnelle. Donc, on lui a reconnu un certain nombre d'aventures extra-conjugales, dont une qui va lui faire une paternité non assumée jusqu'à très tard. Donc, il va finir par être rattrapé par des histoires personnelles. Mais ça demeure, quand on regarde la lutte pour les droits civiques des Noirs, un monument puis un géant de cette lutte-là. Merci, Luc. À demain. Salut. Bye!